je vais vous rendre vos propres mots. Vous, qui n'êtes pas à l'école des otages, parce que vous dites que, voilà, il dit, Excellence dit que nous, les intellectuels dans les universités, nous sommes toujours à l'école des otages. Vous connaissez l'école des otages? C'est une école qui a été créée, l'école des fils de chefs, des otages et des interprètes, qui a été créée par Fédéral. D'abord, c'est les otages, voilà, qui est devenu seul des fils de chefs. C'est sur l'école Khayarbeng, la primaire. Avant d'aller au marché, c'est là-bas l'école des fils de chefs. Il faut qui était l'école Ahmed Fall, le collège Ahmed Fall. Aussi, mais avant aussi l'école Khayarbeng. Oui, oui, mais l'ancien collège Ahmed Fall, oui. Il est sur la droite à Sort avant d'arriver à la gare sur la droite. C'est ça. Cette vieille bâtisse, c'était ça l'école des otages. L'école des otages. Et il dit que donc nous qui sommes issus de l'école occidentale, comme on dit, nous sommes à l'école des otages. Et vous, qui n'êtes pas de cette école des otages, mais est-ce que vous n'êtes pas aussi dans notre école des otages? L'école des otages de l'arabisme, de l'islam, qui a aussi construit toute une autre mythologie. Dans l'un et l'autre cas, lorsqu'on critique ces intellectuels occidentalisés ou francisés, on peut élaborer la même critique par rapport à ces gens qui ont pris tout de l'Orient et qui sont dans une autre école des otages. Comment faire maintenant que les deux sortes des écoles des otages, des écoles des otages respectives, et qu'on arrive maintenant à un cadre qui permettrait de réécrire cette histoire, de reconstruire la mémoire? C'est ça la question. Oui, d'abord nous, vous savez, le véritable tir qui a tué l'Africain, surtout le sujet français, c'est pas tant les balles, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était de nous faire accepter nos ancêtres les Gaulois. Nous n'avons même plus d'ancêtres, si ce n'est les Gaulois. C'est que nous n'existons plus. Seuls les Gaulois existent. Et ils deviennent nos ancêtres. C'est le mot le plus dangereux dans tout ce qui nous a été, ce qui a été fait pour nous anéantir. Parce que un homme, la sigiture, c'est pas l'entraver ses membres, mais c'est entraver sa tête. L'école des otages, l'école est toujours une école des otages. Vous savez que moi, je rêve qu'un jour, les étudiants de l'UGB se révoltent pour que l'UGB ne soit plus l'école Gaston Berger, parce que nous ne devons rien à Gaston Berger. Gaston Berger, c'est un fantasme senghorien qui n'a rien à voir avec nous. Mais pourquoi, sans changer le sigle, dire école des grands bergers? Parce que nous devons tout à nos grands bergers. El Hadji Malick était un grand berger, Cheikh Omar Tall était un grand berger, Serigne Bamba était un grand berger, El Hadji Abdoulaye était un grand berger. Nous devons tous à nos grands bergers, mais nos prophètes sont des pasteurs et de grands bergers. Quand on dit université des grands bergers, ah là, c'est bon. On ne change pas le sigle, mais on enlève le Gaston. Et de cette manière-là, ça aussi, l'otage se libère. Bon, concernant l'islam, l'islam n'est pas un produit arabe, c'est faux. L'islam est un produit universel. Il appartient à qui en fait le bon usage. Et il a été même, lors de sa fondation, fondé par des représentants de plusieurs nations, dont l'Éthiopie, avec Bilal. Et moi, j'ai une thèse osée que je n'ose pas encore développer, où Bilal n'était que quelqu'un qui est venu de notre zone du Sénégal. C'était un pêcheur qui a dû voir le prophète en rêve, qui s'appelait Balla, et que le prophète a guidé. Parce que cette zone a toujours été une zone de cercle concentrique qui menait au Soudan, qui était une partie de l'Éthiopie, et qui est allé trouver le prophète. Ce Balla-là, son nom était devenu Balla, Bilal. Et vous savez, ce Balla, ça existe beaucoup chez les Arabes. Balla, ou le Balla. Et là, rendu par deux lames qu'on a séparées peut-être. Exactement. Balla et Bilal. Donc il y a une continuation linguistique. Mais est-ce qu'il était esclave? Non. Il n'y a jamais eu d'esclaves noirs en Arabie. Ça, si vous lisez le chapitre, doit-on occulter la dimension noire de la civilisation arabe? Parce que les Arabes, qui les gouvernaient? La reine de Saba. La reine de Saba était éthiopienne. Et elle les gouvernait aussi bien le Saba yéménite. Il y a un autre Saba en Éthiopie. Allez-y sur Google, mettez reine de Saba Éthiopie,
et vous verrez les ruines de son palais en Éthiopie. Parce que l'Éthiopie et le Yémen ne faisaient pas deux, ils ne faisaient qu'un, comme le Sinaï et l'Égypte ne faisaient qu'un. Les 300 km de Kid, c'était rien du tout. On ramait pendant une journée ou une nuit, on est arrivé de l'autre côté. Donc, ce train de Saba, c'est que les Arabes sont les seuls au monde où la couleur du sacré, c'est la couleur noire. On doit revêtir la Kaaba de son habit noir et on doit embrasser la pierre noire ou la pierre du noir, c'est selon Hajarul Aswad ou Al-Hajarul Aswad. Et le prophète lui-même avait le turban noir et l'étendard noir. Connaissez-vous une seule nation où on met un étendard noir pour aller être le vainqueur des autres? Alors que partout ailleurs, on est pessimiste de la couleur noire. Et dans l'arabe, le même mot, étymologiquement, signifie noir et seigneur. Sada Yusudu, Sawadan, Wasiyadatan. Al-Sayyid, le seigneur. Al-Aswad, le noir. Et si vous allez à la Mecque, l'une des deux montagnes juste dans la Kaaba s'appelle Jabal al-Ahbash, le mont des Abyssins. Et toutes les prêtresses pré-islamiques sont des prêtresses éthiopiennes. De Lata, Uzza, Manata, Hubal, tout ça, c'était des prêtresses éthiopiennes. Donc, cette religion, il y a un caractère noir. Et ça ne s'est pas arrêté là. Vous avez Antar qui chantait « Comme la nuit, je fais peur à mes ennemis ». Par rapport à sa couleur. Il était un seigneur guerrier, un grand poète, hors pair, et il était noir, et il était content, il était fier de sa couleur. Peut-être d'autres ont dit qu'il était le seul noir, le seul ancien esclave autour du prophète était blanc, c'était Salman al-Farisi, Salman le Persan. C'était le seul. Et vous disiez que c'était les deux qui étaient blancs, qui étaient les esclaves. Oui, et Zayd était esclave, Salman était esclave. Zayd al-Rumi, c'était un Romain, donc pas un Romain de l'Italie, mais un Romain de Byzance. Parce que comme il y avait l'Empire romain oriental, on l'appelait Arzurum. Et quand le prophète parle, le Coran parle de Rum, la sourate Rum, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi Adna al-Ardi. Adna al-Ard, c'est la mer morte, c'est la partie la plus basse de la terre. Et c'est là, c'était Byzance. Nous savons qu'il y avait un gouvernorat à Jérusalem. Le gouvernorat où régnait entre autres Ponce Pilate, qui a ordonné la crucifixion de Jésus. Je ne dis pas qu'il a été crucifié, mais je dis qu'il a ordonné. Donc, à partir de ce moment-là, nous voyons que les Romains, Zayd Rumi, n'étaient pas un Romain de Rome, de la Rome-Italie, de la péninsule italique, mais Zayd Rumi était un Rome de Byzance. Byzance commençait à Tabouk, au nord de la Mecque. C'est là que commençait Byzance. Et comme je l'ai expliqué, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, c'était en Jordanie actuelle. N'oubliez pas que Amman, la capitale de la Jordanie actuelle, ne s'appelle pas Amman, elle s'appelle Philadelphia. Et il y a toujours un Coliseum. Et il y a un Coliseum avec un théâtre. C'est une ville fondée par les Romains. N'oubliez pas que Petra a été fondée par les Grecs. Et c'est en Jordanie, s'il vous plaît. Et donc, Syrie. La Syrie était une partie de la Grèce ancienne. Le mot Damascus est un mot grec. Et même les autres villes comme Daria, comme d'autres. N'oubliez pas que la Grèce n'est pas la Grèce des îles, mais la Grèce aussi bien de Cappadocie. La Cappadocie, comprenez la Syrie actuelle. D'où d'ailleurs le vocabulaire commun entre l'arabe et le grec. Comme un cône. Le cône, c'est al-kawn en arabe. Héritier irth, ils l'ont. Le drachma a donné le dirham. Le dinar a donné, vient d'un mot grec qui a donné plus tard denier. Donc il est passé par là, il fait une escale. Bon, c'est le même mot qui voyage
et chacun se l'attribue en disant c'est moi. C'est comme un couple, la mère dit c'est mon fils, le père aussi dit c'est mon fils. Non, c'est en fait, on cherchait pas de... Oui, madame. De grand berger, est-ce que ce ne sont pas non grands bergers, Oui. les villes que vous avez citées tout à l'heure, qui ont en premier un peu renié cette culture africaine? Parce que je veux juste rappeler l'histoire de El Hadji Malick qui a rebaptisé son père, il lui a donné le nom de Ousmane. Est-ce qu'ils n'ont pas été les premiers à un peu laisser de côté leur culture? Non. C'est-à-dire que ça, c'est vieux comme le monde. Hein. Vous savez, les Arabes aussi avaient des noms par rapport... Et sur le plan linguistique, vous savez, aujourd'hui, il y a des mots anglais qu'on trouve dans l'arabe, même dans l'arabe coranique. Ça vient d'où? Mais ça vient simplement de l'Empire romain. Parce que l'Empire romain avait bâti ce qu'on appelle le mur d'Adrien, Adrian Fence. Et derrière, il y avait qui? Il avait les brutes, les sauvages. Le mot britannique vient de Brutos. Des gens qui sont bruts, qui sont... Vous comprenez? Et ces brutes, donc ils ont pris la langue romaine. Et la langue romaine était parlée dans la région de Jérusalem qui englobait une partie de l'Arabie. Et c'est de là que sont venus des mots du Coran que je peux vous donner aujourd'hui, qui sont comme à l'anglais, comme ifk, par rapport à fake, hadith al-ifk. L'ifk, fake. Vous avez des mots man comme Ousmane, comme Amman, comme beaucoup de mots dans lesquels il y a le mot man. Je peux vous énumérer des dizaines de mots qui sont communs à l'anglais, entre l'anglais et l'arabe, mais dont le vecteur est le romain, et le conquérant romain, qui provient de sa langue. Parce que emergency, ça vient du latin, émergence. Donc, il faut revoir les langues autrement. On a voulu nous enlever, même nos ancêtres, pour que nos seuls ancêtres soient les Gaulois. Mais beaucoup ne le savent pas. Connaissez-vous l'os d'Ishango? Les ossements d'Ishango. Ishango, c'est un hameau qui se trouve en amont du fleuve Zaïre, fleuve Congo, et où les Belges ont trouvé des ossements vieux de 40 000 ans, qui sont en réalité des calculettes. Les plus anciennes calculatrices au monde ont été découvertes au Congo et ils sont exposés au musée de Belgique, au musée des sciences de Belgique, comme étant la plus ancienne. Vous tapez sur votre tablette os d'Ishango ou Ishango simplement, il va vous montrer les photos de ceux qui et le mode de calcul, comment en tournant l'os comme ça ou comme ça, vous avez un chiffre. Et c'est formidable. Donc les Noirs n'étaient pas ignares, ils n'étaient pas sans âme, ils n'avaient pas comme ancêtres les Gaulois. C'est des choses qu'on a imposées, c'est comme ça que le conquérant les a imposées. L'islam, lui, nous propose la liberté, parce que partout il dit après, c'est la liberté. Celui qui veut peut y croire. Ceux qui ne veulent pas, il n'y croit pas. El Hadji Malick, il a épousé une fois. Et cette fois-là, lui donnait des noms calendaires. Savez-vous pourquoi ici, aujourd'hui à Saint-Louis, vous avez des Chimères et des Amadou Jean et des Babacar Carlos et des je ne sais pas quoi. Mais c'était simplement parce que on ne pouvait pas déclarer son fils avec un nom musulman. Alors le nom musulman restait à la maison et le nom écrit était un nom qu'on écrivait et les gens avaient un état civil chrétien qu'on leur avait imposé. Et ils devenaient des gens et des Georges sans être pour autant des chrétiens. Et c'est comme ça partout. Il faut toujours avoir la clé qui est applicable partout. L'amener en Arabie, ça opère, en France, ça opère. Croyez-vous que les Français, ils ont pris des noms aujourd'hui? On leur a imposé. Même la langue française. Il était interdit de parler patois. Celui qui parlait patois, on lui coupait la tête. Il fallait qu'on parle une langue unique. On a unifié le français par force. Hein? Hein? La langue de Paris, en fait, le domaine linguistique de la France était séparé à partir de la Loire. Au nord de la Loire, c'était le domaine de la langue d'Oï. Au sud de la Loire, le domaine de la langue d'Oc. Ah oui. Et c'est la langue de Paris qui s'est imposée. Oui, la langue documentaire.
C'est ça, même ici. Vous savez, chez nous, dans le langage que les premiers judaïsés ont imposé, il y a les goïms. Vous connaissez les goïms? En hébreu, les goïms, c'est les gens du dehors, c'est le nom circoncis. Et ces noms ont donné gaï, gay, goé, beaucoup de choses. Tout ce qui était extérieur par rapport à la chose propre, nette, monothéiste et circoncise. D'ailleurs, on dit des choses qui sont bien circoncises, ou qui sont bien concises. Concises pour ne pas dire circoncises. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui. D'abord, je vous adresse nos remerciements. Et j'avais juste une question, c'est-à-dire cette élasticité de la langue wolof, cette permissivité lui ayant permis d'intégrer des éléments linguistiques exogènes. Cela signifie-t-il sa richesse ou bien sa faiblesse? Faiblesse, parce que c'est une langue peut-être qui n'a pas pu conceptualiser la réalité, qui n'a pas pu avoir une architecture conceptuelle suffisante autant pour moi, lui ayant permis peut-être de ne pas se baser sur les autres pour faire des emplois. Ou bien c'est cela même, ce sont ces emplois qui témoignent de sa richesse. J'ai l'habitude de dire, mais ça n'engage que moi, qu'il n'y a pas de force ou de faiblesse. Mais que la force est une force qu'on a tournée vers le plus bas pour qu'elle soit une faiblesse, et que la force est une faiblesse qu'on a tirée vers le haut pour qu'elle devienne une force. Je vous donne un exemple. Si vous avez des parents foutanké qui ont été au Zaïre, au Congo, comme le diamant était affleuré et qu'il n'avait aucune valeur marchande, c'était des pierres brillantes, mais des pierres quand même. Alors, au début, les premiers diamantaires qui sont partis, ils apportaient 2 bouteilles de whisky, une vide et l'autre pleine, et ils donnaient la pleine à condition qu'on remplisse la vide en diamant. Donc, le diamant était une faiblesse là au Congo. Mais une fois qu'on l'amenait à Anvers, alors il se tournait en force pour faire un dessin. Et donc, je crois que le Wolof, sans son apport, il ne se serait pas imposé aujourd'hui. Vous savez, à Casamance, les ethnies casamancées se parlent entre elles en Wolof. Et aujourd'hui, un polar en Mauritanie, si vous venez lui parler Maure, même s'il comprend, il vous dit que lui, il ne comprend pas Maure. Mais s'il lui parle Wolof, il est d'accord, il parle Wolof. Donc, le Wolof est devenu une langue qui s'est élargie au-delà du Kayor et du Bawol à cause de cette souplesse de prendre les mots des autres, de les charcuter et de les adapter et de les rendre indétectables. C'est même à la limite du maquillage. On prend un mot venant de n'importe quelle langue, on le maquille et on y va. Quand tu dis « Jox-moi piece bi », personne ne pense que vous parlez anglais. « Jaay ma piece ci 15 dugal ma ko sama room bi » wala nga boole ko lépp takk wéy ñu dem yendu ji ñu dem yendu ji de week-end wala jigéen ji bu amee kër bu fanaanee jëkkëram bu xëy ñu dañ koy kendal oui kendal c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc kendal bi kan moo ma sa xalaat ne c'est simplement week-end. Or tous les jours on dit week-end et on dit kendal et on met pas le kii on dit yendu ji et on dit week-end, on met jamais le lien. Donc cette question de faiblesse et de force, c'est selon. Mais sans cette ouverture du Wolof, le Wolof ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Oui, monsieur Blonde. En fait, je voudrais avoir si quelqu'un n'a pas voulu. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Nous vous remercions de l'importance de cet exposé. Tout à l'heure, dans vos explications, vous avez dit que les thèses de Cheikh Anta Diop sont fallacieuses. Je voudrais que vous nous donniez d'autres explications scientifiques parce que votre travail ressemble à celui de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire restituer l'histoire qui est en train d'être perdue. Et lui-même, il donne des exemples pour montrer l'unité culturelle ou bien la parenté entre nos langues et la langue de l'ancienne civilisation égyptienne. Et il donne même des mots. C'est-à-dire qu'il fait exactement, pratiquement, ce que vous avez fait. Je n'ai pas lu votre œuvre, mais selon l'explication que vous avez donnée, vous inscrivez dans cette même perspective. Donc,
nous voudrions que vous nous donniez des explications scientifiques qui nous permettra d'attester que les thèses de Cheikh Anta Diop sont fallacieuses. D'autre part, dans l'explication des mots d'origine grecque ou bien française ou anglaise, on a l'impression qu'avant l'arrivée des Occidentaux, il n'y avait rien dans le Wolof. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être des mots qui en même temps ont l'influence, mais également ont des synonymes. Oui. C'est ça mes deux questions. Oui, merci beaucoup. C'est Cheikh Anta Diop, comme moi, comme n'importe quelle personne, pour transmettre la culture, il faut un minimum d'honnêteté. On n'a pas le droit d'inventer. Cheikh Anta Diop a écrit noir sur blanc que lui-même a vu de ses propres yeux un baobab rempli d'hiéroglyphes à Diourbel alors qu'il allait à l'école. D'abord, ça dégage une méconnaissance de la botanique. Le baobab en temps de vie qui se mesure en siècles. Et déjà, du temps de Champollion, on ne savait pas lire les hiéroglyphes. Comment on pouvait alors les connaître ici au Baol, au point de les mettre sur un baobab? Ce baobab n'a pas été vu par le commandant de cercle, ni par le commissaire de police, ni par celui de la gendarmerie, ni parmi tous ces blancs qui venaient pour même étudier les coléoptères. Il y a un problème. Avec d'abord l'honnêteté intellectuelle, même si ce point est suffisant pour tout battre à la retraite. Cheikh Anta n'est sur aucun répertoire des égyptologues à travers le monde. Et pourtant, il y a des Japonais, il y a des Chinois, il y a des Arabes, il y a des Mexicains, il y a tout, sauf Cheikh Anta. Moi, j'ai vu Cheikh Anta, c'est interne, vous pouvez le voir, lorsqu'il a débattu au Caire. Mais tout a été battu en retrait, en brèche. C'est pas vrai. C'est que nous, on est tombé sur un complexe. Nous avons voulu ériger quelqu'un, c'était le seul à en parler, on a dit bon d'accord, on va se fédérer dans tout ça. Mais je l'ai dit à la télévision. J'ai dit Cheikh Anta, c'est bon, en commun, bien qu'ils soient des adversaires, voire même des ennemis. Il y a en tout cas un conflit générationnel. C'est que chacun d'eux voulait justifier sa femme blanche. C'est que chacun d'eux pratiquait le contraire de ce qu'il prêchait. Senghor chantait la noire, mais il dormait avec la blanche. Ah, regardez bien. Et donc, Cheikh Anta disait les locodermes, mais il dormait avec une locoderme, jamais avec une baol-baol ou une caillorienne. Il y a un problème. C'est-à-dire, vous savez, la première chose qui s'impose à toute matérialité pour se diffuser, c'est la géographie. Si quelque chose se diffuse à partir de Saint-Louis, c'est d'abord dans les environs immédiats de Saint-Louis, ainsi de suite. Mais une chose ne va pas éclore à partir de Saint-Louis et être d'abord vue en Casamance avant d'être vue à Gokhumbath ou à Tendjigen ou à Zenzezou. C'est la géographie. La géographie qui nous sépare de l'Égypte. Alors que nous avons des pays comme l'Éthiopie, comme l'Angola, comme l'Ouganda, et d'autres, jusqu'au Grand Lac. Il y a le Nil qui est une autoroute. Vous prenez un bout d'arbre, vous le mettez sur le Nil. Il parcourt 5000 km en 5 jours, il est au Caire. Il n'y a pas d'influence en amont. Mais il va y avoir de l'influence à 7000 km. Linguistique surtout. Or, qui dit langue dit société, se parler. Nous, on ne s'est jamais parlé avec les gens avant et après. Il y a un problème. Maintenant, faire de la recherche abstraite. Mais l'abstrait, on peut tout le charger de tout et de son contraire. Quand on met un tableau de Picasso, n'importe qui peut dire que le noir est gris et que le gris est blanc. Même s'il est noir. Mais ça, c'est l'abstrait. Mais dans le domaine du concret linguistique, Cheikh Anta n'a rien rapporté. La différence entre Cheikh Anta et moi dans ça, le Wolof, il est daté
ici dans ce livre. Le premier, c'est Awara Diaby Ndiaye, c'est 1054. On n'a pas un Ndiaye écrit avant 1054. Il n'y en a pas. On ne cherche pas 5000 ans. Vous voulez un exemple de langue? C'est un mot qui ont connu une influence, mais où on peut trouver des synonymes presque. Oui, d'abord, je vais vous dire, le Wolof, c'est avant l'islam. Je vais parler de le Wolof. Les nations qui sont ici. Par exemple, le Tekrour. Le Tekrour, il a à peu près 3500 ans. C'est avant Mohamed. Ce qui nous sépare de Mohamed, sépare les premiers Tekrour de Mohamed de l'autre côté. Le royaume du Tekrour a toujours existé. Il était d'ailleurs au nord, du côté de la Mauritanie, à partir de Tijikja, et ça venait. Sangola, dans la ville de Attar, c'est Attara. Attara en Mandeng. Partir. C'est la ville de Attar. Aujourd'hui, la Hassaniya utilise des mots Wolof. Vous savez comment on appelle le chemin en Mauritanie? On l'appelle pas Tariq. Tariq, on l'appelle Mbeddiye. Mbed, le Mbeddiye. Hein? On dit Koudouaye, on dit Lumbar. Donc, il y a une influence mutuelle. Personne ne supérieur à personne. On peut inverser les choses. On peut trouver, dans l'arabe, il y a des mots éthiopiens. Sarhun mumarradun min qawarir. Mais ça, c'est la langue africaine. L'arabe, vous savez, avec les occlusifs, il ne peut pas dire sarh. Il ne peut pas dire qaroura. En arabe, il ne peut pas le dire. C'est que dans le Coran que ces mots existent. Sarhun mumarradun min qawarir. C'est du gaz. Hein? Donc à partir de ce moment-là, dans l'arabe, il y a Jahannam, ça vient de Gen, du byzantin. Gen, qui a donné Jahannam. Firdaus, c'est persan. Tout ce qui est paradisiaque dans le Coran, ça vient de la langue perse. Sundusin ou istabrakin ou abqarin, tout ça c'est du perse. Donc d'où c'est un produit universel. Mais on ne vous dit pas nos ancêtres les Arabes. On ne vous le dit pas. Les Arabes disent qu'ils sont Qartaniens. Qartan, c'est éthiopien. Donc, je crois que il n'y a pas de raison. Celui qui vous dit qu'on n'avait pas d'ancêtres, on n'avait pas de langue, on n'avait pas d'âme, on n'avait pas de religion, on n'avait rien. Et c'est pratiquement lui qui vous a créé. Et c'est lui qui vous dit Inna khalaqnakum min shu'ubin wa qaba'il wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il li ta'arafu. Nous avons créé à partir du peuple originel. On fait pour des tribus et d'autres formes d'agglomération. Et seul le plus pieux, le plus méticuleusement pieux est le meilleur. C'est aussi simple que ça. On n'a pas de problème de couleur. Sinon, pourquoi adopter la couleur noire alors comme couleur officielle? Parce que c'est la couleur du drapeau de l'État. Il faut revoir ce qu'on nous a dit pour mieux nous aveugler. Allez. On va accorder 10 minutes pour qu'il souffle comme ça. Non, allez-y. Moi, je voudrais le maximum de questions, parce que ces questions me permettent d'améliorer les choses dans de prochains écrits. Je m'associe au remerciement des autres. Vous avez parlé d'une partie... Faro, d'accord. Vous avez parlé du judaïsme, ce sont les cours patrimoine religieux. Et donc, il me semble avoir compris que le judaïsme, contrairement à ce que l'on pouvait croire, nos cultures ont eu contact avec cette religion bien avant le christianisme. Donc, ont eu contact avec une religion monothéiste bien avant le christianisme. Donc, est-ce une perception vraie ou... Vous savez, l'article qui est dans le livre, vous pouvez le chercher dans tous les sites juifs. Il y a tous les sites juifs, même en chinois, ils l'ont traduit, ils l'ont publié. Tous. Cet article-là, il les a émerveillés. Eux. Parce que aussi, je dis, il y a 3 voies de pénétration du judaïsme. Le plus ancien est ça, la Gariba, ou la synagogue de Djerba. Elle a 3000 ans. C'est avant Jésus, avant Mohamed. Il y a la rencontre reine de Saba, Salomon, et on leur attribue un fils, Ménélik. Quand vous arrivez, une religion arrive en Éthiopie, notamment à Gondar, tout de suite, elle suit la voie des commerces anciens. Bon, le commerce ancien, bon, disons qu'il y avait, partout, il y avait après un rayon
de 300 km dans lequel les gens donc évoluaient pour échanger leurs produits. Mais aussi, quand vous arrivez au milieu de ces 300 km, vous avez un autre 300 km qui franchit, qui va 150 000 plus loin que les limites que vous allez atteindre. Et ainsi de suite, etc. Lorsque vous allez arriver à 10 fois ça, vous allez arriver à 3000 km, vous êtes déjà au niveau du Niger. Et beaucoup de gens, et ça c'est une faille, chez les historiens, à l'occidental, à la française, et chez les géographes, à la française, à l'occidental. Vous avez un empire qui s'appelle l'Égypte et qui est connu. Un grand royaume. Mais aussitôt après ça, ce grand royaume, il y a un royaume presque inconnu de nous, qui s'appelait le royaume des Garamantes, qui s'étendait du sud de la Libye au sud-est du Nigeria actuel et qui englobait le lac Tchad. Mais dont la frontière ouest englobait Gao, la Gao actuelle au Mali. C'est un royaume qui a existé il y a 3500 ans, 4000 ans, et qui avait une spécialité de fabriquer des chars qui étaient tirés par de grands obus. Et qui avait fait des canalisations d'eau qui s'étendaient sur plus de 5000 km jusqu'au sud de la Tunisie. À partir du nord du Tchad jusqu'au sud de la Tunisie. Des canalisations d'eau. Alors ce royaume des Garamantes, c'était des Noirs, il n'y avait pas un seul blanc parmi eux. Ils avaient des relations diplomatiques avec l'Empire romain. Ce lien-là, ici, il est méconnu, il est oublié, et on ne le connaît pas. Mais si ce royaume noir avait des frontières avec l'Égypte et avec des frontières avec nous, qu'il était nous, mais à ce moment-là, il y a des choses à visiter. Aujourd'hui, vous êtes des étudiants, certains le sont peut-être en histoire, partiellement ou totalement. Qui connaît ici le royaume du Namandirou? Namandirou. Tapez sur Internet, le Namandirou. Qui connaît le royaume du N'Djarmeo? Je ne parle pas de Cissé N'Djarmeo, du royaume du N'Djarmeo. Personne. C'est notre histoire. Le N'Djarmeo était ici, entre le Djolof et le Fouta. Tout ça, c'était le N'Djarmeo. Ils avaient des Belep, ils avaient des Ndao et tout ça avant le Ndoukoumane. Donc je voudrais qu'on revisite l'histoire autrement. Aujourd'hui, quand un royaume qui fait votre histoire, dans une université, on ignore jusqu'à le nom, c'est gravissime. Jusqu'au nom du royaume qui est votre. C'est comme si aujourd'hui en France, on ignorait l'existence de la Gaule. C'est grave. Si on ignorait jusqu'à l'existence, je ne sais pas, celtique. C'est gravissime. On ignore tout de nous-mêmes. C'est pourquoi on a fait le vide pour pouvoir charger, nous donner n'importe quoi. Parce que aussi, la bataille intellectuelle, c'est simplement une bataille de libération. Libérer l'homme, l'individu comme la collectivité. Sinon, on va toujours rester dans ce cercle vicieux où la référence sera toujours la France. La langue française est une langue en voie de disparition, qui régresse tous les ans, tous les 10 ans, qui ne comporte plus. C'est un royaume qui était limité au nord par le Tegrou, à l'ouest par le Saloum, au sud par le Kabou, à l'est par le Gara. Et à quelle période, s'il vous plaît? Royaume ancien, ils n'ont pas daté. Si. Premier dynastie en gouverne le Tegrou, c'était fondateur de l'arrivée de Diaogo. Diaogo, voilà. Diaogo dont vous parlez en Sénégal du monde au 6e siècle avant Jésus-Christ. Bah voilà. Et vous l'ignorez. Depuis le 6e, avant Jésus-Christ, on était là. Et on l'ignorait. C'est grave ou c'est pas grave? C'est très grave. C'est d'autant plus grave qu'il n'y a pas de section d'histoire à l'université. Mais moi, je n'ai rien inventé. Moi, je vous donne des indications et vous trouvez vous-même. S'il vous plaît, mettez le N'Djarmeo. Mettez le N'Djarmeo. D'accord. Après, on passe la parole à M. Magaï. N'Djarmeo avec J. Voilà. J2E. Hein? Vous connaissez le N'Djarmeo? C'est lui qui a succédé au Namandirou.
NGA. Le reste vous savez écrire. Non, comment on fait? Moom la corriger. Google lisez rek nga xool. Oui. Def ko avec des njar avec des IA. Oui, d'accord, allez-y. Merci beaucoup. Mais je suis correct, je peux trouver ça en demandant qui pose sa question. Voilà. D'accord, allez-y. Merci beaucoup, c'est bien, je suis impressionné du travail que vous avez fait. Et j'aimerais savoir sur le plan méthodologique, comment vous avez procédé pour recueillir toutes ces données-là et les travailler sous forme de la méthode que vous avez utilisée pour recueillir toutes ces données-là, ce travail, voilà, de recherche des mots. Comment j'ai fait pour écrire ou comment j'ai fait pour répandre ce que je sais? Comment vous avez fait pour avoir ces informations sur l'origine des recherches? Comment j'ai fait? Comment vous avez procédé pour savoir tout cela en fait? Je vais vous donner une réponse laconique. J'ai fait comme moi. J'ai fait comme moi. C'est une réponse laconique, mais le philosophe, lui, il comprend très bien. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous êtes prêt à débarrasser de tous ces ficelles-là, nous qui nous viennent, la méthode historique. Amuguloo njar meew yaa ngi koy recherché. Non, je suis en train de chercher. Mais da ngay def royaume njar meew wala état wala pays du njar meew. Quelque chose qui indique le sinon daf lay yóbbu ci ay restaurants yu tudd njar meew ak yooyu quoi. Il ne l'a pas. Si, defal royaume ou pays. C'est dedans. am na lu mu la jox am nga un titre qui indique le pays. De Ngali Kouma. C'est un village fondé par Magana Biran Kouma. Lui, il a choisi, etc. Voilà. Il parle de Djamel en passant. Mais pas exactement sur ce royaume-là. Mais nous sommes au milieu de. C'est le royaume qui a succédé dans les mêmes dimensions géographiques et qui comprenait le Bundu, qui a succédé à celui que je vous ai donné tout à l'heure, le royaume que vous avez visité tout à l'heure là. Le Namandiru. C'était le royaume du miel et de l'huile végétale, de l'huile animale, c'est ça.